Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir à maintenant 4 jours des élections européennes. On parlera dans un instant du programme du Rassemblement national, des conséquences politiques du scrutin. Mais d'abord, l'actualité, ce sont les commémorations des 80 ans du débarquement qui ont commencé aujourd'hui, avant la journée phare de demain en Normandie. Et le chef de l'État qui prendra la parole à la télévision demain soir. Et vous l'accusez d'essayer de tirer, je cite, un avantage politique de cette séquence. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Annuler les commémorations parce qu'elles tombent 4 jours avant le 9 juin? Bon, je ne suis pas tout à fait la seule C'est vrai. à savoir qu'il va essayer de se servir de ces commémorations, d'abord pour se faire inviter aux 20 heures, ce qui n'était pas une obligation, tout de même à quelques heures de la fin de la campagne. Et je pense que l'Arcom, d'ailleurs, a fait la même analyse que la nôtre, puisqu'ils ont d'ores et déjà indiqué que ce temps de parole serait déduit du temps de parole de la candidate. Donc, vous n'avez pas saisi, contrairement aux autres adversaires politiques d'Emmanuel Macron. Non, mais vous savez, plus Emmanuel Macron parle et plus je pense qu'il mobilise pour notre liste. Maintenant, j'espère qu'il n'abusera pas de ce temps de parole qui lui est accordé, qualité de président de la République. Mais avantage politique, les mots sont forts. Au fond, est-il anormal qu'un chef d'État, président de la République, qu'il y ait ces commémorations, qu'il soit à la télévision le soir pour en parler? Ce n'est pas tous les jours qu'on commémore les 80 ans du débarquement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de politicien à utiliser cet argument à quelques jours d'une élection? Non, Monsieur Duhamel, il ne vous a pas échappé quand même que le gouvernement fait feu de tout bois. Ouais. Et que si le président de la République veut prendre la parole le soir des commémorations, c'est probablement pour parler d'autre chose que des commémorations, et notamment de l'élection européenne. C'est cela, en réalité, qui lui est reproché, notamment par LR et par la France insoumise. Moi, j'aurais préféré, en effet, qu'il s'abstienne d'évoquer les européennes, si tant est qu'il le fasse, parce que les commémorations, c'est vraiment un moment d'union nationale, c'est vrai, c'est un moment où tout le pays commémore ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie, français ou alliés, en l'occurrence, et c'est le moment aussi où on se souvient du prix de la liberté, du prix de la souveraineté et de la valeur, en réalité, de ce que c'est qu'être un peuple libre. Sur ces commémorations, Marine Le Pen, votre parti a été interrogé sur l'absence de Vladimir Poutine et de la Russie à ces commémorations. Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, a parlé, je cite, d'un rendez-vous manqué, l'absence de la Russie, de Vladimir Poutine, qui aurait pu servir à organiser une table ronde sur la paix. Vous aussi, vous auriez préféré que Vladimir Poutine soit présent de toute façon, en Normandie? La question ne se pose pas, parce que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, donc de toute façon, il n'aurait pas pu se rendre en France. Mais et pourquoi Sébastien Chenu parle d'un rendez-vous manqué? Parce que je pense que Sébastien Chenu, il fait référence à ce qui s'est passé il y a 10 ans, d'ailleurs aux 70 ans de l'anniversaire du débarquement. C'était 4 mois après l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine était là, il avait été invité, malgré l'annexion de la Crimée, ce qui prouve d'ailleurs que le positionnement du président de la République sur ce sujet est parfois un peu électoraliste. Et il s'était déroulé justement un sommet, en quelque sorte, avec M. Zelensky et M. Poutine, qui avait débouché sur les accords de Minsk, qui était un accord de paix. On peut dire beaucoup de choses de l'annexion de la Crimée. D'ailleurs, j'ai le souvenir qu'en votre temps, en 2014, vous aviez validé cette annexion, considérant que le référendum qui avait eu lieu était légal, alors qu'il ne l'était pas au vu du droit international. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. L'annexion de la Crimée est là une situation où il y a eu une agression et l'invasion de l'Ukraine. Donc on se demande, quand on écoute Sébastien Chenu, comment il peut considérer que c'est un rendez-vous manqué que Vladimir Poutine ne soit pas là. Non, mais vous avez parfaitement raison. Ces deux choses n'ont rien à voir. Mais moi, je me souviens, pendant la campagne présidentielle, que le président de la République m'a énormément fait grief de ma position sur l'annexion de la Crimée. Je note que 4 mois après, il avait invité Vladimir Poutine à venir à ces commémorations. C'est tout. C'est lui qui, en l'occurrence, est dans une forme de contradiction. Et donc pour vous, il est normal que Vladimir Poutine et la Russie ne soient pas là? Je pense que la France... Je l'ai toujours dit d'ailleurs, donc ce n'est pas une nouveauté. Je pense que la France a un rôle historique à jouer, qui est un rôle de négociateur, en quelque sorte, pour permettre à des conflits de trouver une issue, pour permettre à des jeunes hommes d'arrêter d'être tués dans des guerres qui sont terribles, et que nous ne remplissons pas ce rôle. D'autres que nous le jouent, je le regrette. Je regrette que d'autres nations... Et donc il aurait fallu qu'il soit là ou pas, Vladimir Poutine, pour précisément ce rôle de négociateur que vous évoquez? J'ai presque envie que c'est bien avant, en fait, qu'il aurait peut-être
fallu jouer ce rôle-là. Bon, ben voilà, ça n'a pas été possible, ça n'a pas été possible. Il faut espérer que d'autres nations arrivent à rapprocher donc les points de vue pour faire cesser... mais c'est important. Non, vous validez le fait qu'il n'ait pas été invité? Non, mais ça me pose absolument aucun problème. Il n'est pas invité. De toute façon, il n'aurait pas pu venir. Donc, c'est pas un sujet, vous voyez. Enfin, on crée un sujet sur un sujet qui n'en est pas un. Bon. Un sujet parce que Sébastien Chenu dit l'inverse. Mais... Non, ça n'est pas ce qu'il dit. Ouais. Il dit que si on avait pu réussir à mettre autour de la table les belligérants, peut-être aurait-on réussi à faire cesser le bruit des armes. Suite de ces commémorations et conséquences, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera présent non seulement demain, mais aussi à Paris vendredi pour rencontrer Emmanuel Macron et évoquer les besoins de l'Ukraine face à la Russie. Le président ukrainien qui prendra la parole à l'Assemblée nationale vendredi matin. Est-ce que vous y serez pour l'applaudir, Marine Le Pen? Bien sûr, je serai bien entendu à l'Assemblée nationale vendredi matin. J'espère que nous serons nombreux. Vous savez que c'est compliqué, on nous a informés hier soir. Pour vendredi matin, c'est assez court et surtout ça intervient le dernier jour utile de la campagne européenne. Oui, parce que vous avez parlé de manipulation de l'opinion. Vous pensez vraiment que le président ukrainien vient à l'Assemblée nationale à la demande du président pour aider Valérie Ayé? Vous m'avez mal écouté. J'ai dit précisément que je pense que le président Zelensky n'a rien à voir là-dedans, mais que le président Macron a suscité cette invitation dans un but électoraliste, parce qu'en réalité, depuis le début de la campagne européenne, mais il l'avait fait pendant la campagne présidentielle aussi, il n'a eu de cesse que d'instrumentaliser le conflit en Ukraine, de la même manière que depuis des semaines, LFI ne cesse d'instrumentaliser le conflit israélo-palestinien. Voilà. Les seuls en réalité qui parlent de la France, des Français, de leurs préoccupations et de leur avenir, c'est le Rassemblement national. Manipulation de l'opinion, les mots sont forts quand quelqu'un comme Volodymyr Zelensky vient à Paris pour discuter, et on va en parler dans un instant de la question des armes, de la question du conflit. Mais ça n'est pas Volodymyr Zelensky qui est en cause, c'est le président Macron. Il faut que je le répète, c'est ce que pensent beaucoup de Français. Je vous le dis, il y a des millions de Français qui pensent que la prise de parole du président de la République au motif de l'anniversaire du débarquement et l'invitation au dernier moment de M. Zelensky, le dernier jour de campagne, à quelques heures de la fermeture de la campagne officielle, n'est pas le fait du hasard. J'avoue que je partage leur avis. Pendant la campagne présidentielle de 2022, vous aviez dit ne pas avoir d'admiration particulière pour Volodymyr Zelensky. Vous avez changé d'avis ou pas? Non, j'avais dit par ailleurs que... J'ai dit d'ailleurs un peu plus... Bon, on était juste au début, mais M. Zelensky avait été relativement critiqué à l'époque pour des problématiques qui avaient été sanctionnées d'ailleurs par la Cour des comptes européenne, ce qui a justifié d'ailleurs un des votes qu'on nous a reproché, qui était avant le déclenchement de la guerre. Mais il se bat depuis 2 ans face à l'oppresseur russe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de l'admiration pour lui? Alors donc je recommence, et je me suis exprimé postérieurement en disant que je considérais qu'il défendait son pays, et il le défend avec beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que l'énergie qu'il déploie, et à la limite les résultats qu'il obtient en mobilisant la communauté internationale, fait qu'il m'apparaît être un patriote, et j'ai toujours du respect pour les patriotes. Et de l'admiration? Oui, de l'admiration, bien sûr. Marine Le Pen, Emmanuel Macron et le président ukrainien qui discuteront sans doute de la possibilité d'envoyer des instructeurs militaires sur le territoire ukrainien. Le Kremlin a d'ores et déjà menacé la France de représailles. Ouvrez les guillemets, aucun instructeur s'occupant de la formation des militaires ukrainiens n'a d'immunité. Voilà ce qu'a dit Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Est-ce que vous êtes favorable à l'envoi de ces formateurs militaires français en Ukraine? Non. Pourquoi? Non, je n'y suis pas favorable. Nous formons déjà des militaires ukrainiens. Nous les formons en France. Nous les formons en Pologne, et je pense que c'était la solution raisonnable. Envoyer des instructeurs, qui sont des troupes, qui sont des militaires. Non combattants. Oui, mais ce sont des militaires. Envoyer des instructeurs qui sont des militaires dans un pays en guerre, c'est évidemment prendre un risque. C'est prendre le risque qu'ils soient des cibles. Et si par malheur, ils se voient frapper, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on fera dans ces cas-là? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on ne répond pas au risque d'apparaître comme acceptant cette agression? Est-ce qu'on répond? C'est une façon de céder aux menaces, aux provocations du Kremlin, que de dire il y a un risque que ces instructeurs soient frappés, et donc on préfère ne pas les envoyer, alors même que c'est une demande des Ukrainiens. Mais encore une fois, on peut très bien former les Ukrainiens
sans envoyer nos militaires dans un pays en guerre. Envoyer nos militaires dans un pays en guerre, c'est une autre démarche que celle de former, encore une fois, en Pologne, comme nous l'avons fait, c'est-à-dire évidemment dans un pays extrêmement proche de l'Ukraine. Donc c'est prendre un risque, je pense, et je pose la question, mais peut-être faut-il la poser à l'exécutif. Quelle sera la réaction de la France si nous sommes obligés par malheur d'enregistrer des pertes humaines? Marine Le Pen, sur la question des livraisons d'armes à l'Ukraine, le 23 novembre dernier, vous disiez la chose suivante, ouvrez les guillemets, si on continue à livrer des armes à l'Ukraine, on ne fera que continuer la boucherie et ce sera la guerre de 100 ans. Si on suit cette logique, la logique que vous défendiez le 23 novembre, il faut arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine. C'est-à-dire que non, pas tout à fait. C'est pas aussi simple que cela. C'est-à-dire que ce que j'avais dit, c'est que si on envoie des armes à l'Ukraine, alors il faut que ce soit dans le cadre d'un processus de négociation pour permettre à l'Ukraine d'arriver en position de force, en réalité, dans une négociation. Mais si on n'a absolument pas en vue la possibilité d'arrêter le conflit sur le plan diplomatique, en effet, je pense que la guerre ne se gagnera pas sur le plan militaire. Et que donc, on va effectivement continuer, en réalité, nourrir une guerre qui va être de plus en plus longue. Elle dure déjà depuis 2 ans. Continuer ou arrêter? C'est un des sujets qui est au cœur de ce débat des Européennes. Avec des pertes humaines qui sont terrifiantes. Enfin, je veux dire, on n'en parle jamais, mais il y a des pertes humaines du côté ukrainien, du côté russe aussi sûrement, mais qui sont terribles. Donc, voilà. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête de livrer des armes à l'Ukraine? La question est assez simple. Je ne suis pas au cœur du pouvoir pour vous dire s'il y a aujourd'hui un processus de négociation en cours. C'est ce qui se dit dans un certain nombre de... Poutine ne donne pas le moindre signe de vouloir mener des négociations. Et pourtant, c'est ce qui se dit dans un certain nombre de journaux, que des nations, notamment la Chine, mais aussi peut-être la Turquie, seraient en train d'œuvrer pour tenter d'arriver à une négociation, mais à aboutir à une négociation. Si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous prendriez la décision d'arrêter l'envoi d'armes à l'Ukraine? Par exemple, les canons César. Vous avez dit, c'était en 2022, novembre 2022, il faut arrêter d'envoyer des canons César parce qu'il y a un risque que l'armée française n'en ait plus suffisamment. Si vous étiez au pouvoir, c'est une vérité, oui. Si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous diriez j'arrête d'envoyer des canons César à l'Ukraine? Non, mais c'est une réalité. Et la réalité, c'est que nous envoyons du matériel à l'Ukraine qui est du matériel dont, quoi qu'on en dise, on se départit. Vous voyez, bon. Donc on arrête. Donc, non, ça n'est pas ce que je dis. Donc je répète, Monsieur Duhamel, je sais que vous aimez voir tout en blanc ou en noir, mais d'obtenir des réponses. Et là, sur la question des armes, le fait est que j'ai un peu de mal à comprendre la position du RN. Eh bien, je vous le dis très clairement, vous allez tout à fait comprendre après ce que je vais vous dire. C'est un petit peu lent, c'est pour ça. Peut-être, parfois, ça peut arriver à tout le monde. Nous devons livrer des armes si ces armes servent à permettre à l'Ukraine d'arriver en position de force dans une négociation. Voilà. Canon César. Voilà ce que je. Voilà ce qui est demandé. Voilà ce que je pense. Et nous ne devons pas, en revanche, je le crois, livrer des armes susceptibles de frapper le territoire russe. Sur les canons César. Voilà. Donc, pas eu de réponse. Est-ce qu'on arrête de les envoyer? Mais non, mais on peut envoyer des canons César. On envoie même les instructeurs. Non, mais parce que vous disiez l'inverse en novembre 2022. Donc, mais si nous sommes engagés, si encore une fois, ça permet à l'Ukraine d'arriver en position de force dans une négociation. Si c'est pour faire durer indéfiniment la guerre, je pense que ça n'est pas un service que l'on rend à l'Ukraine. Marine Le Pen, je voudrais qu'on parle des voitures électriques. Vous proposez de revenir, vous, la liste de Jordan Bardella, de revenir sur l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves, donc en 2035, décidée par l'Union européenne, en dépit de tous les avertissements des constructeurs automobiles. Je vais vous citer Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Ouvrez les guillemets, ce que je demande, c'est de la stabilité, arrêter de changer les règles ou de laisser penser qu'elles pourraient changer. J'ai lancé mon avion à pleine puissance sur la piste d'envol, il ne faut pas couper les réacteurs maintenant, sinon l'avion tombe. Pourquoi ne pas écouter Carlos Tavares? Est-ce qu'au fond, le RN connaît mieux le sujet que moi, je veux bien, que le quatrième non, mais moi, je veux bien automobile écouter mondial? Carlos Tavares, mais ça dépend des jours où il parle. Parce qu'il y a quelques mois, il a dit exactement l'inverse. Avant le vote. Non, mais pardon. Il y a quelques mois, il a dit exactement l'inverse. Avant le vote. Il a dit qu'il critiquait fermement la décision d'interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035, qu'il y était totalement opposé et qu'il pensait même que c'était une erreur majeure. Avant le vote, il a dit maintenant que la décision a été prise,
nous nous organisons et ce serait une erreur de revenir dessus. Pourquoi ne pas l'écouter? Mais parce que moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux constructeurs. Vous voyez, je suis là pour... Non, mais pardon, excusez-moi. Pour le mérite de connaître le sujet. Je suis là pour défendre l'intérêt des Français. D'accord? Je suis pas, je ne me soumets pas aux exigences que je peux entendre, hein, mais auxquelles je ne suis pas obligé de me soumettre de tel ou tel industriel. Donc, je dis qu'il faut rétablir la liberté des Français de continuer à pouvoir acheter une voiture thermique ou, s'ils le souhaitent, d'acheter une voiture électrique. Ce qui est sûr, c'est que M. Tavares sait une chose, qu'il dit d'ailleurs, enfin, qu'il sous-entend, c'est que les voitures électriques ne peuvent être vendues que si elles sont massivement subventionnées par l'État. Ça veut dire que c'est les Français qui, par l'intermédiaire de leurs impôts, vont payer à M. Tavares une partie du prix des voitures qu'ils vont produire. Et l'alternative Marine Le Pen, je conçois qu'il en soit heureux, bien sûr. Mais l'alternative Marine Le Pen, c'est de payer de plus en plus cher l'essence, puisque par définition, les énergies fossiles vont aller en se raréfiant. Et par ailleurs, c'est de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. D'accord, j'ai 55 ans, ça fait 50 ans que j'entends dire que demain, on n'aura plus de pétrole. Bon, à l'époque, on disait même... On en aura de moins en moins. Donc, il y a une forme de consensus là-dessus. Oui, mais il y a aussi une forme de consensus dont on ne parle jamais, parce que, je ne sais pas, il y a une aversion pour le progrès dans la classe politique française, sur le fait qu'on aurait pu aussi continuer à investir dans les recherches pour faire baisser de manière massive la consommation d'essence. Je vous signale d'ailleurs qu'en matière de lutte contre la pollution, les voitures thermiques ont fait des progrès qui sont spectaculaires. Mais les voitures électriques polluent nettement moins du début de la production jusqu'au moment où elles sont achetées. C'est contestable ce que vous êtes en train de dire. Mais on va aller au bout. On va aller au bout de cela. Donc, des voitures à 2 litres au 100 n'étaient pas complètement inenvisageables. Hein. Il y avait déjà des pistes sur ce sujet. On aurait même pu peut-être encore améliorer ces performances. Ce qui est sûr, c'est que l'interdiction, quand elle n'est pas utile, et elle n'est pas utile, et elle va être... les constructeurs. Et elle va être... Oui, mais pour eux, c'est utile. Mais eux, c'est génial, ils vont vendre des voitures hyper chères dont la moitié sera payée par l'impôt des contribuables. Ah bah ça, c'est sûr, c'est le bonheur pour eux. Mais moi, ce que je veux, c'est le bonheur pour les Français. Or, il y a beaucoup de Français qui n'auront pas la possibilité d'acheter des voitures électriques compte tenu du coût, même si l'État leur en paye la moitié, et donc ils devraient continuer à pouvoir acheter des voitures thermiques. Et puis, pardon, mais M. Duhamel, il va en falloir de l'électricité pour faire tourner toutes ces voitures. Oui. Parce que si on veut en même temps réindustrialiser, ce qui me paraît pour le coup être une urgence absolue, et en même temps que l'intégralité du parc de voitures à terme soit électrique, il va falloir produire beaucoup d'électricité. Et le paradoxe, c'est que le Rassemblement national veut arrêter les énergies renouvelables. Mais je veux arrêter les énergies renouvelables parce que ce que vous appelez énergie renouvelable n'est pas propre et n'est pas renouvelable. Voilà. Et en plus, c'est alternatif. Et en plus, ne fonctionne en réalité totalement que si elles sont associées à du gaz ou à du charbon. Donc, ça m'apparaît être une très mauvaise idée écologique. Et donc, vous le savez, nous avons présenté un plan Marie Curie pour le développement du nucléaire et nous pensons que l'énergie doit être, enfin l'énergie pour le coup, l'énergie financière doit être mise dans le développement de la filière nucléaire, non pas dans les éoliennes qui sont donc on les démonte très mauvais moyens. Oui, bon, c'est même pas la peine de les démonter, puisque je vais vous dire, elles ont un temps de vie qui est assez réduit, somme toute. Et parce qu'avant, vous disiez qu'il fallait les démonter, donc là, on les démonte. Il y en a un certain nombre qu'il faudra démonter, ce sont celles qui sont... D'abord, il ne faudrait pas les construire, numéro 1. Numéro 2, il faudra démonter celles qui abîment le plus nos paysages. Et troisièmement, de toute façon, les constructeurs sont obligés de les démonter. Je ne sais pas ce qu'ils en feront d'ailleurs, parce qu'en l'état, on ne sait pas comment on retraite ces énormes pales d'acier. Marine Le Pen, vous demandez la dissolution de l'Assemblée nationale si Jordan Bardella arrive en tête dimanche soir prochain. Est-ce que vous ne vendez pas à vos électeurs une forme de mirage, sachant qu'il est assez peu probable que le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée le 10 juin? Est-ce qu'au fond, vous ne vendez pas une forme d'illusion? Pourquoi? Vous pensez vraiment que le président va suivre la demande qui est formulée par, formulée par Jordan Bardella? Non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il est devenu maintenant acquis qu'un président de la République ne pense qu'à son petit confort personnel, qu'à la défense de son intérêt? Rien ne dit dans la lecture des institutions qu'au lendemain d'une défaite aux Européennes, le président est tenu de dissoudre l'Assemblée. Non, en 2014, en 2019, il y a eu des échecs. Non, mais vous avez raison. Il n'y a pas eu de dissolution. Entre un échec à un point
et un échec à 15 points, potentiellement, vous voyez, vous y voyez une différence quand même, je pense. Moi, j'y vois une énorme différence. Donc si jamais l'écart est moins... Il n'est écrit nulle part. Vous avez raison. Mais juste, si l'écart est moins important, ça justifiera moins le fait de demander une dissolution. Il n'est écrit nulle part. Si, il est écrit sous la plume, par exemple, de M. Debré. Il est écrit dans les textes qui évoquent quelle était la pensée du général de Gaulle quand il a introduit dans la Constitution, il a construit la Constitution avec cette possibilité de dissolution. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était qu'à partir du moment où il apparaît dans un mandat, qu'il existe entre le président de la République et le peuple un fossé qui se creuse, un désaccord profond, eh bien, alors, la situation la plus saine, pensait-il, était de revenir aux urnes, c'est-à-dire de dissoudre l'Assemblée nationale et de demander aux Français de trancher, en quelque sorte. Et si le président ne le fait pas, qu'est-ce que vous dites? Il est quoi? Il sera illégitime à mener des réformes, à exercer ses fonctions? Moi, je ne dirais pas ça, mais c'est ce que les Français penseront. Ouais. Parce que si la majorité du président de la République s'est réduite pour ne représenter que 15% des votants, 15%, je pense que ça pose un problème de légitimité des réformes qui vont être amenées à être prises, d'autant que, M. Duhamel, les réformes qui s'annoncent, qui sont un peu cachées quand même, dont il ne parle pas beaucoup, sont des réformes qui peuvent être d'une très grande brutalité. Je pense à la réforme sur l'indemnisation du chômage. Elle n'est pas cachée, elle a été annoncée. Je pense à l'annonce de la possible désindexation des retraites. Je pense aux pistes. Oui, c'est pas parce que c'est pas... il y a quelque chose, Marine Le Pen. Non, mais c'est pas parce que c'est pas confirmé. La rengaine du plan caché, de la purge à venir est un classique des élections. Oui, M. Attal, en effet, mais en l'occurrence... Bien sûr, mais en l'occurrence, si vous voulez, quand on envoie une lettre de mission à l'IGAS pour demander la liste et le montant que l'on pourrait économiser en opérant la désindexation de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation d'invalidité ou des retraites, c'est quand même qu'on envisage de faire quelque chose, vous voyez. Bon. Et quand de surcroît, on est capable d'avoir des résultats aussi pitoyables sur le plan budgétaire que ceux qui ont été ceux du gouvernement, quand on sait qu'il va falloir qu'il trouve d'ici 2027 près de 90 milliards d'économies, on se dit que tout ça est quand même relativement crédible. Et donc, comment vont-ils effectuer ce type de réforme s'ils représentent 15% des Français? C'est une vraie question. Un mot, Marine Le Pen, sur un argument qui revient notamment dans la bouche de vos adversaires, je ne sais pas si on peut dire adversaires, concurrents, disons, de Reconquête. Ils disent, au fond, le Rassemblement national a gagné en 2014 les européennes, il a gagné les européennes en 2019, et à chaque fois, il ne se passe rien. Pourquoi est-ce que ce serait différent cette fois? Bon, d'abord, il ne s'est pas rien passé. En tout cas, vous n'avez pas gagné les élections présidentielles dans la foulée. Non, en effet. Non, en effet. Mais dans le domaine des leçons sur comment gagner une élection présidentielle, je ne suis pas sûr qu'Éric Zemmour soit le mieux placé pour le coup. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est le point pour Éric Zemmour. Il ne s'est pas rien passé. Moi, je crois qu'on a fait beaucoup avancer les idées qui sont les nôtres au niveau de l'Europe. La preuve en est, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes donnés par les sondages à plus de 30, nos amis du Vlaams-Belang à plus de 30 en Flandre, nos amis autrichiens à plus de 30. Monsieur Geert Wilders, notre allié du PVV aux Pays-Bas, vient de gagner les élections législatives, a formé un gouvernement et est donné lui aussi à plus de 30. Donc on voit que les idées nationales, c'est-à-dire dans la compétition... Au point de faire le grand groupe que vous appelez de vos voeux... Dans la compétition entre le mondialisme et le retour des nations, en quelque sorte, je pense que nous sommes en train de marquer des points, que nous en avons marqués dans les dernières années, et que nous allons continuer à en marquer. Au point de faire un grand groupe que vous appelez de vos voeux. Vous avez tendu la main à Giorgia Meloni, elle n'a pas franchement répondu pour l'instant. Oui, mais vous savez, tout ça se déroule après les élections. Toutes ces discussions, en tout cas, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, patriotes, qui expriment le souhait que l'on puisse réussir à s'unir. Pourquoi? Parce que si on arrive à s'unir, on peut être le deuxième groupe du Parlement européen. Qu'il y ait un grand groupe des nationalistes, c'est-à-dire un groupe qui, évidemment, aura une très grande capacité à peser, en fait, sur les débats. Donc vous dites à Giorgia Meloni, Giorgia, on ne s'est pas toujours adoré, mais accepte ma main tendue et réunissons-nous. Ah oui, mais je veux dire, quand on aime son pays, il faut être capable aussi de faire cette démarche
au niveau européen d'union, même si on n'est pas d'accord sur l'intégralité des sujets, bien sûr. Un mot avant de parler de Jordan Bardella. Vous citez beaucoup les sondages, au fond, comme si le score était acquis. Pour vous, c'est joué. Vous ferez 30%, plus de 30%, c'est gagné. J'ai une trop grande expérience, monsieur Duhamel, pour ne pas savoir que l'élection n'est jamais faite. Ouais. Et merci de me poser cette question, parce que ça me permet de lancer un message à mes électeurs. C'était pas pour ça que je la posais. Je vous le dis, pourtant... Ouais. Il faut aller voter. On a une chance historique devant nous de faire changer les choses, pas seulement d'ailleurs au niveau de l'Union européenne, mais également au niveau de la France. Et il ne faut pas être spectateur. Et vous craignez un scénario à la régionale 2021 où vos électeurs restent chez eux et à la fin, énorme déception. Vous êtes beaucoup plus basse que ce qui était prévu dans les sondages. Je ne crois pas. Mais surtout, je leur dis, en réalité, au Parlement européen, il y a beaucoup de choses qui se décident. Ouais. Le prix de l'électricité, ça se décide là-bas. Savoir si vous allez être obligé d'acheter une voiture électrique en 2035, ça se décide là-bas. On en a parlé. L'avenir de l'agriculture se décide là-bas. L'immigration, son poids, son importance, la capacité de défense qu'on laissera à nos nations face à l'immigration, ça se décide là-bas. Donc aujourd'hui, il faut se déplacer aux élections européennes parce que c'est absolument essentiel, et même pour se défendre soi-même. Et même pour défendre son pouvoir, M. Duhamel, parce que la réalité, c'est qu'avec le projet d'Emmanuel Macron au niveau européen, le peuple français n'aura plus le pouvoir qu'il a encore aujourd'hui. Marine Le Pen, cette campagne des Européennes a souligné la popularité de Jordan Bardella, notamment chez des cibles jadis éloignées du RN, les cadres, même les retraités, une popularité dont vous vous amusez. Regardez. Je suis très gêné à l'idée d'examiner mon truc devant une salle vide. On est là. Ok. Jordan. Ok. Est-ce que tu veux m'épouser? Voilà, donc on vous voit grimer une sorte de groupie de Jordan Bardella. Vous êtes une groupie de Jordan Bardella? Oh, un peu, ouais. Je suis un peu groupie, ouais. Moi aussi, pourquoi pas. Ah bon? Donc quoi, vous êtes admirative, vous êtes une fan? Je suis admirative de son parcours, oui, bien sûr, enfin, qui ne l'est pas. Objectivement, il y a toutes les raisons d'admirer ce parcours, ce jeune homme qui, aujourd'hui, est dans une situation où il est à la tête du premier parti de France et peut-être du premier parti d'alternance. Et alors justement, Marine Le Pen, si les sondages se confirment, il fera plus de 30%, un score jamais fait par le Rassemblement national aux européennes. Est-ce que vous n'avez pas peur du syndrome is no good? Qu'il veuille être calife à la place du calife. Et donc vous, évidemment. Hein. Non, je n'ai absolument pas peur de ça. Je suis dans une très grande relation de confiance avec Jordan. Édouard Balladur et Jacques Chirac aussi étaient en confiance. Oui, mais enfin, Édouard Balladur n'envisageait pas d'être le Premier ministre de Jacques Chirac. Et surtout, nous savons ce que nous avons à faire. D'abord, nous n'avons pas l'ego de nos adversaires, manifestement. Vous voyez, nous, il ne va pas prendre la grosse tête? Mais non, il ne prendra pas la grosse tête parce qu'il est animé par le désir de sauver le pays. Ouais. Alors, je sais que ça paraît bizarre parce que la vie politique... Donc il ne va pas se voir président plutôt que Premier ministre dans la répartition des rôles que vous avez fixée. La vie politique est colonisée par des gens qui ont une melonite aiguë, qui ne pensent qu'à leur carrière. Eh bien, nous ne pensons pas... Quand on voit les selfies enchaînés, on se dit que cette melonite, elle peut toucher à peu près tous les partis politiques. Non, mais vous avez tort. Et nous sommes différents des autres, M. Duhamel. C'est pour ça, peut-être que les Français nous ressentent aussi différemment. Ils ont raison, nous sommes différents. Nous nous battons pour eux. Nous nous battons pour une cause qui est au-dessus de nous, en fait, qui est l'avenir de notre pays, de nos enfants, et le bien-être des Français. Donc, on n'a pas d'ego. Voilà, nous n'avons pas d'ego. Et nous pensons que... si les Français nous font confiance et nous confient la présidence de la République et, par définition, puisque c'est un duo maintenant qu'on leur présente, le poste de Premier ministre, eh bien, nous réussirons à sortir la France de l'ornière. Deux mots. Avec modestie. C'est donc votre potentiel Premier ministre. Une qualité et un défaut pour qualifier Jordan Bardella? En un mot, parce qu'il nous reste peu de temps. Moi, une qualité, c'est pas facile parce que il en a beaucoup. Une immense maturité, je crois. Et son défaut, son principal défaut? Son principal défaut, il veut que tout soit au cordeau. Mais en politique, je suis pas sûr que ce soit un défaut. Enfin, pour être Premier ministre, ça va être pas mal, en fait. Il y a pire comme défaut. C'est un peu comme quand un entretien d'embauche, on dit mon principal défaut, c'est d'être perfectionniste. En même temps, pour celle qui vit avec lui, ça va être compliqué. Il manque pas d'expérience? Il manque pas un peu d'expérience? Oh, moi j'en acquiers encore. Vous aussi, vous allez en acquérir encore, M. Duhamel, vous savez.
C'est sûr, de ce point de vue-là, on est tous à la même enseigne. Merci beaucoup, Exactement. Marine Le Pen, d'avoir été l'invitée de BFM TV.